Néné et Nono dans Blood Sea. Néné et Nono pensaient avoir gagné. Elles avaient trahi Fumito, elles s'étaient jouées de Saya. Elles rient encore, mais leur fin était déjà scellée. Quand le Cerbère apparaît, elles comprennent. Trop tard, Fumito est là. Il les regarde, calme, implacable. Il révèle tout. Leurs taillissements ont été remplacés. Elles sont vulnérables, mortelles et punies. Elles tentent de fuir. Dans la panique, Nono pousse sa sœur qui trébuche et tombe. Elle n'a pas le temps de se relever. Le Cerbère l'attrape. Et il commence à la frapper, encore et encore, contre le sol, avec une violence inhumaine. Son corps se brise, se tord, s'écrase jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Nono continue de courir, mais elle n'échappe pas à la bête. Le Cerbère la rattrape, il la saisit par les pieds, la tire lentement. La peau craque et dans un dernier geste, le monstre la déchire en deux, comme une poupée de chiffon. Nina Tucker dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Nina, c'était une gamine, 5 ou 6 ans. Une voix douce, un rire qui rebondissait contre les murs du labo. Elle aimait les crêpes, elle adorait Alexander, son gros chien pelucheux. Et surtout, elle aimait son père, Shaw Tucker, le grand alchimiste. Mais Tucker n'était pas un père, c'était un rat acculé, prêt à tout pour ne pas perdre ses privilèges, même à refaire ce qu'il avait déjà fait. Il avait sacrifié sa femme, personne ne l'avait su. Il avait gardé son poste, alors cette fois, quand le gouvernement exige une nouvelle chimère parlante, il ne réfléchit pas. Il choisit sa fille et le chien, comme s'il mélangeait 2 ingrédients pour une recette. Quand Edouard et Alphonse reviennent, ils trouvent une créature à 4 pattes, poilue, avec des yeux humains, mais vides. Elle parle, ou du moins elle essaie. Et là, l'horreur s'impose. Un puzzle se forme, leur visage se fige. Nina est là, ou du moins ce qu'il en reste. Fusionnée, déformée, piégée vivante. Ses jambes sont tordues, sa bouche ne peut plus sourire, mais elle sent. Elle comprend quelque part. Elle pleure, elle gémit, et elle appelle encore son frère. Et le pire, c'est qu'elle ne meurt pas. Elle reste ainsi, des jours entiers, seule, cloîtrée dans un coin du laboratoire, mi-humaine, mi-animale, à 100% brisée. Scar la trouve, il ne dit rien, il ne juge pas. Il pose sa main sur sa tête, et dans un flash silencieux, il l'efface de ce monde. Juste un acte de miséricorde, une fin rapide, pour une souffrance inacceptable. Et franchement, c'est sûrement la scène la plus marquante de tout Full Metal Alchemist. Parce que là, c'est pas juste une mort violente. C'est un enfant sacrifié par la personne en qui elle avait le plus confiance. C'est insoutenable, et on ne s'en remet jamais complètement. Mitty de Made in Abyss. Mitty était une fille ordinaire, descendue au 5e niveau de l'Abyss avec d'autres enfants, sous la garde du légendaire explorateur Bondrewd. C'est là qu'elle rencontre Nanashi, et les deux nouent une amitié sincère. Dans la sinistre forteresse scientifique de Bondrewd, elles sont soumises à une expérience atroce. Bondrewd les fait tomber dans le 6e niveau pour les remonter, transférant la malédiction de l'Abyss. La malédiction se concentre sur Mitty, la laissant ensorceler, tandis que Nanashi survit, changée en créature humanoïde aux traits de lapin. Mais Mitty, elle n'a pas cette chance. La malédiction déforme son corps en un amas informe, une masse gémissante de douleur. Elle ne ressemble plus à rien d'humain, incapable de parler, mais consciente, terriblement consciente. Et Bondrewd ne s'arrête pas là. Il la torture, la cloue, la tranche, l'empoisonne, et elle se régénère à chaque fois, encore et encore. Seule l'arme sacrée Spiragmos, un artefact sacré, parvient à détruire son œil, sans régénération possible. Fuyant hideux de honte, Nanashi et Mitty retrouvent refuge au 4e niveau et rencontrent Reg, un garçon robot. Nanashi croit que le canon de Reg peut achever Mitty, mettre fin à son calvaire. Après un combat, elle le convainc. Ils aménagent un petit hôtel de jouets, disent adieu, puis Reg la brûle, délivrant Mitty de sa souffrance. Nanashi est soulagé, mais brisé, le cœur en miettes. L'éclipse dans Berserk. Un cauchemar, littéralement. Un monde rouge sang, un ciel sans fin, une terre molle couverte de cadavres. Griffith a tout perdu, son corps, son armée, son rêve. Et c'est à ce moment précis que la Béélite s'active. Un œil, une langue, du sang et un pacte. Griffith l'accepte. Il sacrifie la bande du Faucon, tous sans exception, et l'éclipse commence. Les apôtres arrivent, des abominations, des bêtes déformées. Certains dix-têtes, d'autres rampantes, d'autres ricanantes. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des prédateurs. Et la bande du Faucon, du bétail. Ils ne les tuent pas, ils les percent, les mâchent, les démembrent vivants. La chair éclate, les tripes se répandent, les cris ne s'arrêtent plus. Judo tombe en protégeant Casca, transpercé par des griffes, lacéré jusqu'à ce que sa peau ne tienne plus. Pipin résiste, hurle, mais il est broyé vivant sous les crocs. Guts court. Il cherche des survivants. Il tombe sur Gaston. Il le serre dans ses bras, puis Gaston gonfle.
implose. Un démon sort de son torse comme une larve d'insecte. Guts n'a même pas le temps de hurler. Et là, il revoit Pipin, au loin, debout, immobile. Il court vers lui, mais ce n'est pas Pipin. Juste un cadavre vidé, tenu droit par des tentacules. Une marionnette. Mais rien ne prépare à ce qui suit. Griffith renaît en Femto. Guts est cloué au sol, incapable de bouger, et Femto prend Casca devant lui. La viole lentement, froidement. Guts hurle, il s'arrache le bras, littéralement. Il tente de la sauver, mais il ne peut rien faire, rien du tout. Miki Makimura dans Devilman Crybaby. Miki n'était pas une combattante, pas une démoniaque, pas une sorcière, juste une fille gentille, rapide, lumineuse. Une coureuse, une rêveuse, une amie. Elle croyait au bien, même quand le monde s'effondrait autour d'elle. Et c'est justement ce qui l'a tuée. Quand Akira est exposé comme Devilman, la panique devient hystérie. La télé parle de fin du monde. Les gens déraillent, ils ne voient plus des voisins, ils voient des démons, des menaces. Et Miki, elle vit là, juste au milieu. Ils arrivent en masse, des hommes, des femmes, des enfants avec des barres de fer, des cocktails Molotov, des visages en sueur avec des mains tremblantes comme possédés. Mais il n'y a pas de possession, juste la peur, la haine humaine. Wamu, Gabi, Miko, ils tentent de la défendre. Ils se battent, ils tombent. Alors Miki fuit. Elle court encore. Ses jambes vont vite, mais le monde est plus rapide. Elle se souvient d'Akira, des relais de leur enfance. Elle court vers un espoir qui n'existe plus. Une lame la transperce par derrière. Elle tombe, mais il ne s'arrête pas. Il la frappe, il hurle, et quand ils ont fini, il la démembre. Quand Akira revient, c'est trop tard. Devant lui, un champ de ruines, des corps déchiquetés, des têtes plantées sur des pics. Miki, son ami, son amour, sa Miki, coupé en morceaux, exposé comme un trophée grotesque. Sa tête dressée, son torse mutilé, son sourire effacé. Pas tué par des démons, par des gens normaux, les voisins, ceux qu'elle saluait le matin. En regardant cette scène pour la première fois, j'ai compris qu'on était en réalité tous des démons et que seule la forme changeait. Subaru dans Re:Zero. Les morts de Subaru, on aurait pu en mettre une dizaine, mais celle-là, elle dépasse tout. C'est sûrement la plus douloureuse de très loin. Des lapins, oui. Des petites créatures blanches avec des yeux rouges et un pelage soyeux. Un truc sorti tout droit d'un livre pour enfants. Subaru les voit, un seul au début, il tend la main, sourit presque. Erreur fatale. Le lapin bondit et dans une fraction de seconde, il lui arrache la main entière. Pas un doigt, la main entière. Le sang gicle, la douleur est immédiate. Subaru hurle, tombe à genoux. Et là, la vraie horreur commence. La neige se soulève. Des centaines de lapins sortent du sol, puis des milliers. Une barrée blanche et affamée. Ils fondent sur lui en silence. Pas un cri, pas un grondement. Juste le bruit des dents qui mastiquent la chair humaine. Il lui dévore la jambe jusqu'au fémur. Il lui arrache un bras. Son torse est lacéré, vidé. Sa gorge est mordue jusqu'à ce que ses cordes vocales cèdent. Mais Subaru est toujours vivant, toujours conscient. Les lapins s'infiltrent partout, par sa bouche, par ses oreilles, par l'autre orifice. Il rampe à l'intérieur, grignote ses poumons, sa langue, ses intestins. Subaru ne peut même plus hurler. Il tremble, il suffoque. Et pourtant il respire encore, il ressent encore. Chaque seconde, chaque miette de son propre corps qui disparaît. Et le final, c'est un lapin qui saute sur sa tête, qui ronge son crâne. Et là, il meurt. Mick et Zakaria dans l'attaque des titans. Mick et Zacharias, le deuxième plus fort après Levi, un flair surhumain capable de détecter un titan à des kilomètres. Un soldat de l'élite respecté, redouté et silencieux. Ce jour-là, il flaire l'anomalie. Il comprend avant les autres. Les titans sont déjà là, bien trop proches. Il donne l'ordre de retraite. Il reste seul pour gagner du temps. Et il en abat 5. Il est rapide mais confiant. Jusqu'à ce qu'il arrive. Le titan bestial, immense, couvert de fourrure. Et il parle d'une voix lente et humaine, comme s'il avait lu un dictionnaire avant d'attaquer. Mickey est figé, le monde bascule et il n'est pas prêt. Et soudain, le titan saisit un cheval et le lance à pleine vitesse. L'impact est brutal, Mickey est protégé et finit par être attrapé par un titan qui dévore ses jambes. Les os brisés transpercent sa chair. Il hurle, il rampe, mais ne peut plus fuir. Le titan bestial s'approche, l'observe, l'analyse. Puis il retire son équipement comme on enlève les ailes à un insecte. Et il repart, il le laisse là seul, au sol, sans défense. Et là, le titan bestial donne l'ordre aux autres titans de le tuer. Et c'est là que ça commence vraiment. Les autres titans arrivent, petits, grotesques aux yeux vides. Ils l'entourent, le premier lui arrache un bras d'un coup sec. Le sang gicle, Mickey hurle, il supplie. Un autre mord sa tête. Et là, il détache lentement les muscles, les os, les nerfs. Tout est exposé. Il le découpe vivant, lentement, comme un repas longuement attendu. Et Mickey, l'un des plus puissants soldats de l'humanité,
meurt là, dévoré comme un chien, abandonné sans gloire, sans aucune trace restante de lui. Yukari Sakuragi dans Another. Yukari Sakuragi, c'était l'élève du collège de Yomiyama North, là où un étrange fléau provoquait chaque année des morts aussi brutales qu'inattendues. Elle en devint l'une des victimes les plus marquantes. Tout commence par une nouvelle. Sa mère vient de mourir dans un accident à l'hôpital. Sous le choc, Yukari quitte précipitamment la salle de classe, en larmes, incapable de penser clairement. Elle descend les escaliers en courant, un parapluie fermé à la main, au bout métallique bien visible. En bas des marches, elle trébuche. Le parapluie lui échappe. Il tombe en premier, rebondit et se plante au sol, pointe vers le ciel. Elle tombe, sa gorge s'abat directement sur l'embout. Le métal transperce sa trachée, le sang gicle. Yukari ne crie pas, elle gargouille. Ses jambes se tordent, son corps convulse. Et en quelques secondes, tout s'arrête. Ce n'est pas la mort la plus sanglante de l'animation japonaise, mais c'est justement ça qui la rend glaçante. C'est réaliste, c'est plausible. C'est le genre d'accident qu'on pourrait lire dans un fait divers, et c'est précisément pour ça qu'elle m'a marqué. Depuis, je descends plus jamais les escaliers avec un objet qui pourrait me tuer. Ouais, je suis devenu parano. Rika Furude dans Higurashi no Nakukoroni. Rika Furude est piégée dans une boucle. Une vie qu'elle doit revivre encore et encore en cherchant désespérément une issue. À chaque fois, elle meurt, mais certaines morts sont pires que d'autres. Celle-là dépasse tout. Ce jour-là, elle pense avoir trouvé un chemin. Elle se sent plus proche de la sortie, plus proche de la paix, mais elle se trompe. Elle est piégée, maintenue au sol par une fille qu'elle connaît. Une amie, ou plutôt une amie qui a changé. Le regard est vide, la main est ferme. Et la lame, elle est déjà là. Une lame de cuisine, ordinaire, fine. Et pourtant, elle transperce comme un couteau chauffé à blanc. La première entaille vise le ventre. Elle pénètre la peau, déchire les muscles. Le sang jaillit, Rika hurle. Une seconde lame, puis une troisième, toujours au même endroit. Comme une punition. Elle suffoque, ses mains tremblent. Elle tente de repousser son agresseur, en vain. Ses entrailles se vident. Elle sent chaque organe se déplacer, chaque tressaillement. Elle sait qu'elle meurt, mais pire encore, elle sait que ce n'est pas la fin. Parce que bientôt elle va se réveiller, et tout recommencera. Kento Nanami dans Jujutsu Kaisen. Nanami, c'était l'ordre dans le chaos. Un costume impeccable, une voix posée, des gestes précis. L'ancien salaryman devenu exorciste par devoir. Mais à Shibuya, rien n'a de sens. Les rues s'effondrent, les cris s'entassent. Et Nanami affronte l'enfer. Des humains transformés en créatures difformes, des vagues entières. Il tranche, découpe, écrase. Il tabasse Haruta comme Tondaron à son prime. Il nous fait un sans faute. Et bien sûr, c'est là que les problèmes commencent. Il est happé dans le domaine de Dagon. Il survit, il sort meurtri et épuisé. Mais il tient toujours debout. À peine le temps de respirer que Jogo apparaît et le brûle vif. Une mer de flammes, une fournaise à bout portant. Sa peau se boursoufle, ses chairs fondent. Son corps devient charbon, mais il ne crie pas. Il continue, un pas après l'autre. Le visage à moitié calciné, l'œil vidé, mais il avance. Et puis Mahito arrive. Un simple contact. Une main posée sur lui, son pouvoir s'active, transfiguration. Et là, tout s'écroule. L'intérieur de Nanami se retourne. Yuji arrive, mais trop tard. Nanami le voit, il sourit. Un dernier sourire, brisé mais sincère. Et dans la seconde qui suit, il explose. Toutes ces morts ont un point commun. Elles restent. Elles s'accrochent à ta mémoire. Pas parce qu'elles sont tristes, mais parce qu'elles font mal, physiquement, visuellement, émotionnellement. Ce ne sont pas juste des fins. Ce sont des traumatismes animés. Et toi, c'est laquelle qui t'a le plus marqué? Dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi aussi laquelle tu penses qu'on a oublié. Peut-être qu'on en fera un deuxième épisode. Et si cette vidéo t'a secoué autant que nous en l'écrivant, alors abonne-toi. On plonge souvent dans les coins sombres de l'animation. Et parfois, on remonte à la surface. Allez, à la prochaine. Ou pas.